Bonjour et bienvenue dans Sens Public. Nous sommes le mercredi 11 décembre et nous sommes ensemble pour 1h30 de débat, de décryptage, d'analyse pour donner du sens à l'actualité. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Hier, le président de la République nous a promis de nommer un Premier ministre sous 48 heures. Et comme d'habitude, l'horloge tourne. Et comme d'habitude, des noms circulent. Et comme d'habitude, ce sont les mêmes qui reviennent. Au-delà du casting, nous allons nous demander si nous sommes en la veille d'une recomposition politique et même peut-être d'une nouvelle pratique des institutions de la Ve République. Ce sera le thème de notre premier débat ce soir. Dans la seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur les conséquences de la chute du régime de Bachar al-Assad, mais vue d'Europe. De la question migratoire qui a aussitôt été remise sur le tapis par la droite et l'extrême droite, aux enjeux géopolitiques, en passant par le défi sécuritaire, la menace terroriste. Nous tenterons d'y voir plus clair avec mes invités. Mais tout de suite, place à notre premier débat. Sur le papier, c'est une mission impossible. Gouverner la France avec 3 300 milliards de dettes, mais sans majorité. Le tout pour un contrat à durée plus que déterminée, sous le regard de députés qui ne rêvent que d'une chose, vous faire tomber. Et pourtant, on ne manque pas de candidats pour le poste, comme nous le racontent Jonathan Dupriez, Quentin Calmet et Juliane Roland. Dernier conseil des ministres du gouvernement Barnier, tous les regards se tournent désormais vers son successeur à Matignon. Emmanuel Macron devrait le nommer d'ici à demain. Le chef de l'État devra marcher sur une ligne de crête pour aboutir au profil le plus consensuel possible. Malgré d'intenses tractations politiques cette semaine, le socle commun n'a pas pu s'élargir. Il a également insisté sur le fait qu'il n'y avait pas actuellement de socle plus large que celui qui est en place aujourd'hui et qu'il restait donc désormais à savoir si certains étaient prêts à élargir ce socle ou à s'accorder sur un principe de non-censure. Pour éviter une censure, le nom de François Bayrou revient sans cesse. Reçu à 2 reprises par le chef de l'État, le maire de Pau est poussé depuis plusieurs jours par les responsables politiques de son camp. C'est vrai que François Bayrou, il a cette expérience qui lui permet de pouvoir valablement et utilement être à Matignon si le chef de l'État le choisissait. Sauf qu'une partie de la droite n'en veut pas, et la gauche encore moins. Écologistes, communistes et socialistes restent campés sur leur position et exigent un Premier ministre issu de leur rang. Nous voulons un Premier ministre de gauche. Voilà, donc après, on avisera en fonction de ce qui sera la décision du président. Mais l'évidence, c'est qu'il ne peut pas, il ne devrait pas reconduire quelqu'un qui a accompagné sa politique pendant 7 ans. Les Français veulent le changement et Bayrou, c'est la continuité. Quel que soit son profil, le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche de composer un gouvernement de coalition et de reprendre le budget 2025, laissé en suspens après le vote de la censure. Combien de temps va durer encore ce feuilleton? Bon, a priori, plus très longtemps. On va en parler ce soir avec mes invités, 2 tauliers de l'émission, j'ai envie de dire, et un petit nouveau. J'accueille donc Bruno Cottresse, vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, un visage bien connu des téléspectateurs de Sens Public. Jean Garrigue, historien, alors président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Jean, je n'avais pas eu l'occasion de vous féliciter. Je le fais, voilà, je ne savais pas. Et auteur de Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble, ça s'est paru chez Payot. Et puis donc, le petit nouveau, c'est vous, Thibaut Mullier. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence en droit constitutionnel à l'Université Paris-Nanterre. Et bien sûr, Émilie Zapalski, qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Alors avant de démarrer ce débat, une question pour vous, Bruno Cottresse, parce qu'on imagine que cette crise ne va rien arranger à la défiance des Français pour la politique en général et les politiques en particulier. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui domine aujourd'hui, l'inquiétude ou la lassitude ? C'est un mélange des deux, l'incompréhension, la lassitude, au fond, la confusion aussi, beaucoup de confusion, on ne comprend plus rien, au fond, d'une certaine manière, à ce jeu politique, à cette vie politique qui va apparaître sans aucun doute de plus en plus comme étrange aux Françaises et aux Français, le sentiment que la politique, elle est dans une autre dimension, quelque part. On voit des chefs de parti qui, au fond, disent quelque chose, et puis après, ils nuancent. Voilà, un sentiment de très grande confusion. Faut rappeler la situation spécifique française. À la fois, les partis maintiennent toujours leur fonction principale. Ils sélectionnent des candidats aux élections. Ils proposent des programmes. Par contre, en termes de que représentent-ils de la société, là, il y a un souci. Il n'y a aucune formation politique qui n'est aujourd'hui un parti de masse, qui dépasserait la barre, par exemple, des 100 000 adhérents. Je rappelle que 100 000 adhérents, c'est 0,2% du corps électoral. On n'a pas un seul parti politique qui représente
simplement ça. On parle même de Renaissance, le parti présidentiel qui aurait moins de 10 000... Moins de 10 000. Voilà, donc cette situation étrange de voir ces politiciens qui parlent d'enjeux considérables pour les Françaises et les Français, les injustices sociales, les retraites, les déficits publics, qui sont dans cet univers de négociation, de tractation, et où on s'éloigne progressivement, au fond, quel est le message qui a été passé le jour des élections. Donc une situation qui est dominée dans l'opinion par un sentiment d'étrangeté, de confusion, et peut-être dans certaines franges de l'électorat, même je n'en doute pas, beaucoup de colère. Thibault Mullier, c'est une crise politique, une crise institutionnelle ou une crise de régime? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend beaucoup ces qualificatifs. C'est quoi la différence? La différence, pour ce qui est d'une crise politique, elle se limite finalement à des tensions dans le jeu politique, mais qui ne remettent pas en cause le fonctionnement constitutionnel et institutionnel. Typiquement, une motion de censure pourrait être un moment de crise politique, mais c'est la preuve que les institutions fonctionnent. Une crise institutionnelle, peut-être qu'on pourrait l'envisager comme des situations de blocage, mais je ne suis pas certain qu'on y soit pour le moment. Pour le moment, on arrive à avancer, mais c'est dans un mode dégradé. Les institutions continuent à fonctionner dans une certaine mesure, sauf qu'elles ne peuvent pas fonctionner, si je puis dire, à plein régime, puisque le gouvernement étant co-législateur au sens de la Constitution, s'il y en a un qui est démissionnaire, il ne peut pas, le Parlement de son côté, légiférer pleinement, sauf exception, par exemple, avec la loi spéciale. Et une crise de régime... Et voilà, l'expression de crise de régime qui est agitée par les oppositions, notamment. À mon sens, une crise de régime, c'est une incapacité répétée. Donc peut-être une accumulation de crises ou une addition de crises institutionnelles et politiques qui ne peut pas être purgée par le système institutionnel. Or là, dans le dispositif constitutionnel de 1958, on a des dispositifs qui peuvent être utilisés pour surmonter des blocages. Le référendum, la dissolution, dans une certaine mesure aussi la motion de censure, mais ce n'est pas propre à la Ve République. Là, c'est caractéristique du parlementarisme. Et c'est de fait un signe qu'on peut envisager d'une crise de régime. C'est quelque chose qui serait beaucoup plus sensible dans le discours public sur le projet de réviser les institutions, enfin de réviser la Constitution. Or, de ce que je comprends des dernières années, LFI le propose très régulièrement et ça ne prend pas dans le discours ni médiatique, ni politique, ni... si j'ai bien compris, dans la sphère de l'opinion. Donc si je vous comprends, le curseur, il se place entre la crise politique et la crise institutionnelle. Moi, à titre personnel, je défendrais que c'est une crise seulement politique et une crise des acteurs politiques qui ne parviennent pas, sans doute parce que c'est des acteurs politiques qui essentiellement sont acculturés à une pratique présidentialiste et autoritaire de la Constitution, qui ne sont pas prêts, parce qu'ils ont la présidentielle en ligne de mire, et qui n'arrivent pas aussi à parlementariser le régime. Et là, la situation le montre, la tripartition n'arrive pas à être dépassée, si elle est dépassable. Alors, Jean Garrigue, prendre du temps pour se mettre d'accord, après tout, c'est peut-être pas idiot, et après tout, c'est peut-être pas non plus nouveau. Ça a existé Ça a toujours existé sous la Troisième et sous la Quatrième République. Il n'était pas rare même, par exemple, sous la Troisième ou sous la Quatrième, que soient successivement nommés en une semaine plusieurs aspirants président du Conseil, ça s'appelait comme ça, les premiers ministres, et que ils soient rejetés au moment de leur ce qu'on appelle l'investiture par la Chambre des députés, soit qu'ensuite leur gouvernement soit rejeté. Même Pierre Mendès France, en 1953, est nommé président du Conseil. Il n'a pas l'investiture de l'Assemblée. Il va revenir en 1954. Bref, je veux dire que la négociation, l'art du compromis ont toujours existé sous la Troisième et sous la Quatrième République. Le gros problème aujourd'hui, à mon sens, je le répète comme un mantra depuis des semaines maintenant, c'est qu'on est dans une situation de Troisième ou de Quatrième République, justement, avec une tripartition de l'Assemblée, qui a déjà existé auparavant, mais avec des pratiques qui imposent une sorte de révolution culturelle aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue, de reparlementariser les pratiques. Donc c'est une crise des pratiques politiques.
politique. C'est une crise où nos acteurs qui sont totalement construit, fabriqué autour de ce fait majoritaire, qui n'existe d'ailleurs pas au tout début de la Ve, mais qu'à partir de 1962, nos acteurs politiques n'arrivent pas à comprendre que dans l'état actuel des choses, dans la manière dont est structuré aujourd'hui l'électorat et donc l'Assemblée nationale, il faut changer les pratiques, il faut faire évoluer les pratiques. Et alors je dirais au passage, je rajouterais qu'à mon sens, cette situation-là devrait nous faire évoluer non seulement vers une évolution des pratiques, mais peut-être sur un certain nombre de réformes institutionnelles, ou pas forcément institutionnelles, mais en tout cas un certain nombre de réformes de nos pratiques, justement, qui tiendraient compte de la situation d'aujourd'hui. Alors, on va tenter de dessiner les scénarios pour sortir de l'impasse, en répondant aux questions avec qui, pourquoi faire et comment, mais une fois n'est pas coutume, on va commencer par le comment, en revenant sur cette réunion à l'Élysée hier entre les chefs de parti et puis les représentants des groupes parlementaires hors Rassemblement national et hors la France insoumise. Thibault Mullier, pourquoi les partis ont attendu pour se parler d'être convoqués par le président de la République ? Parce qu'on est sous la Ve République. Enfin, il y a deux temps de la réponse. Il y en a une qui est constitutionnelle. La censure conduit à une démission du gouvernement et donc à renommer un Premier ministre et ensuite des ministres pour avoir un gouvernement de plein exercice. Et la compétence de nomination du Premier ministre étant dispensée de contreseing, le président de la République décide plutôt seul. Je dirais plutôt seul parce que la thèse qui fait autorité sur la compétence de nomination du Premier ministre de Luis Ponciano vous montre que ce n'est pas une prérogative totalement libre, même en droit. Puisque, en fait, il faut la lire avec l'article 50 qui dispose, on l'a mis en application au début du mois de décembre, si un gouvernement est censuré, eh bien, il doit présenter sa démission. Donc, il y a un facteur juridique, mais surtout politique. Il est plutôt libre de nommer, mais il doit prendre en considération le risque d'une censure et donc prendre en considération les équilibres politiques. Donc ça, c'est pour ça que finalement, il y a un effet de se retourner vers le président de la République. Mais je crois qu'aussi, mais ça, ils auraient pu discuter la semaine dernière entre eux. D'ailleurs, ils se sont passés des coups de fil. Marine Tondelier a appelé François Bayrou, a appelé Édouard Philippe. Là, ça trahit en fait des représentations et des croyances sur la pratique institutionnelle qui ont la vie dure. On n'est plus sous l'empire du fait majoritaire depuis 2022, encore plus depuis la dissolution. Mais on fait comme si on a les mêmes réflexes et on se retourne vers le chef, où on a des acteurs qui ont été habitués, qui ont été formés même dans les universités, dans les grandes écoles, à cette croyance que la solution vient du chef et du président de la République en particulier. Et donc on se retourne vers eux et on n'apprend pas à des tractations dans les couloirs et en fait à utiliser le président de la République comme un chef de l'État parlementaire, c'est-à-dire quelqu'un qui doit prendre la décision, enfin arbitrer oui, mais aussi prendre la décision de nomination. Mais c'est une décision qui est en fait guidée par les acteurs politiques. Et là, force est de constater qu'il a toujours la main et que le président lui-même essaie de garder la main sur cet aspect-là. Le tempo le montre aussi. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution, parce qu'on a entendu Olivier Faure dire qu'il ne faut pas que ça soit Emmanuel Macron qui continue à organiser ces réunions. Même, on entend dire qu'il ne faut pas que ça se passe à l'Élysée, parce que justement, il faut que cette activité parlementaire ait lieu indépendamment, parce qu'il y a aussi des risques de se coaguler comme ça. Oui. Et si c'est auprès du président, les différents partis risquent d'être dilués dans le projet initial d'Emmanuel Macron. On sent quand même qu'il y a cette volonté de décrocher l'initiative du président. Et d'ailleurs, le président lui-même a dit qu'il allait refiler le bébé, du coup, au prochain Premier ministre, qui ne discuterait pas du fond, qui posait un cadre et qui posait des options. Oui. Bruno, et dans ces options, il y en a 3 au fond. Il y a coalition gouvernementale, il y a soutien sans participation, et puis il y a ce fameux pacte de non-censure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences pour que nos téléspectateurs comprennent bien les 3 options ? La coalition, au sens plein du terme, c'est effectivement des formations politiques qui se mettent d'accord pour être autour de la table ensemble au Conseil des ministres. Alors ça peut être sur la base d'une entente préalable, ça peut être sur un programme commun si ces formations politiques comme le NFP ont présenté ensemble aux électrices, aux électeurs un programme de gouvernement. Mais voilà, c'est le premier modèle qui est celui de la coalition classique. C'est ce qu'on avait eu avec c'est ce qu'on a eu avec Michel Barnier d'une certaine façon. Oui, d'une certaine manière, sauf que l'accord avait été trouvé
postérieurement aux élections. Le deuxième modèle... qui soutien sans participation. Le soutien sans participation, c'est une vieille, on va dire, vieille phrase de la vie politique française, du Front populaire, si je me rappelle bien. Voilà, en tout cas, c'est l'idée de dire on ne participe pas au gouvernement, on n'est pas autour de la table du Conseil des ministres, mais au niveau du Parlement, on soutient, c'est-à-dire que sur un certain nombre de textes, eh bien, on appuie. Et puis il y a la troisième hypothèse qui est effectivement cette hypothèse de non-censure, c'est-à-dire qu'au fond de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre de bonnes manières, on va dire, entre le gouvernement et les oppositions. Le gouvernement s'engage à ne pas faire de 49.3. Au fond, si le gouvernement ne s'engage pas à faire de 49.3, c'est qu'il ne va pas présenter des textes qui risquent de soulever une opposition majoritaire à l'Assemblée. Donc ça veut dire un gouvernement qui trouve des compromis, qui présente des textes dont il sait qu'ils vont être votés. Puis en échange, les oppositions disent nous, on ne dépose pas de motion de censure. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur ce troisième scénario. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça règle le problème dont on parlait tout à l'heure, la lisibilité pour les Français. Pour les Françaises, les Français, le sentiment de ne pas comprendre grand-chose. Et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur la discussion de tout à l'heure. C'est peut-être pas une crise institutionnelle, mais quand même, ça commence un peu à y ressembler. Crise politique et crise institutionnelle ne sont pas parfaitement étanches. La crise politique, forcément, elle déborde sur la question des institutions. Au fond, on tourne autour d'une question qui est, finalement, pour débloquer notre vie politique française, pour la rendre plus fluide, qu'elle soit moins tendue, etc. Est-ce qu'il faut revenir à la solution presque antérieure à la Ve République, c'est-à-dire redonner le manche au chef du gouvernement et au Parlement, mais alors là, ça a des conséquences énormes en termes institutionnels, ou est-ce que c'est simplement une parenthèse liée au macronisme, liée au fait qu'on ait eu un centre un peu important? Alors, pour le chef de file de la France Insoumise, Manuel Bompard, en tout cas, cette idée de non-censure, ça n'existe pas. Écoutez-le. Un accord de non-censure, ça n'existe pas. Soit c'est un accord de coalition, c'est-à-dire que vous participez d'une coalition politique avec un programme de coalition. Et ensuite, il y a un gouvernement qui est constitué pour porter le programme de cette coalition. Et je dis que si mes partenaires du nouveau Front populaire vont participer à une grande coalition avec la droite et les macronistes, ça se fera au prix du reniement vis-à-vis des engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs, et ça sera un problème. Soit il n'y a pas de coalition, et dans ce cas-là, l'ensemble du nouveau Front populaire sera effectivement uni pour combattre la politique d'un gouvernement qui serait un gouvernement dirigé par les macronistes ou par la droite, et qui mettrait peu ou prou en place la même politique que celle qu'a mis en place Monsieur Barnier. Et dans ce cas-là, je vous dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets, c'est-à-dire que ce gouvernement tombera. Alors, ça, c'était la critique d'un des absents hier, le représentant de la France Insoumise. Je vous propose d'écouter maintenant la critique de l'autre absente d'hier, Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Je trouve que c'est déjà un engagement ahurissant, parce que ce sont des leviers qui sont prévus par la Constitution. Donc, voilà un président de la République qui vient dire qu'il n'y aura pas de 49.3 à la place d'un Premier ministre qu'il n'a pas nommé, ce qui quand même peut paraître étonnant. En tout cas, c'est plus la Ve République. Et des chefs de parti qui viennent dire qu'ils n'utiliseront pas un outil qui est celui de la Constitution, même s'il s'agissait de défendre les Français d'un danger imminent. C'est un contournement de la Constitution, c'est du rodéo en réalité. Ces gens-là montent sur le cheval, non pas pour aller quelque part, ils montent sur le cheval pour y rester. Même si le cheval se cabre, même s'il fait des ruades, eh bien, l'important pour eux, c'est de rester assis sur la selle du cheval. Alors, Jean Garrigue, le Rassemblement national et LFI, je le rappelle, n'étaient pas dans les discussions. Des gens ont dit c'est pas très démocratique. Est-ce que vous comprenez les critiques? C'est des critiques de gens qui ont été exclus, ou est-ce qu'elles vous parlent quand même, ces critiques? Alors, on peut évidemment comprendre la frustration des électeurs des uns et des autres, qui s'estiment rejetés hors de ce nouvel arc républicain qui pourrait être en train de se constituer. On se retrouverait dans une situation de ce qu'on appelait la troisième force sous la Quatrième République, avec d'un côté les communistes, de l'autre côté les gaullistes, et là on voit qui tiendrait ce rôle. Mais quant aux critiques qui sont faites, elles sont quand même paradoxales. Parce que vous avez ce parti qui est celui de Marine Le Pen, qui s'est quand même construit dans l'opposition, certes c'est un peu loin, mais dans l'opposition historique à la Ve République et au général de Gaulle, qui est aujourd'hui accroché comme une moule à son rocher à ces institutions. Et de l'autre côté, la France insoumise, qui n'aspire qu'à un régime
d'après ce qu'on peut comprendre, un régime parlementaire qui fonctionnerait, peut-être même un régime conventionnel, enfin un régime en tout cas qui exclut le rôle présidentiel de la 5e et qui finalement sont dans une stratégie totalement tournée vers l'élection présidentielle de 2027 à laquelle postulent déjà leur candidat, Jean-Luc Mélenchon, et qui, évidemment, dans la mesure où il y a cet objectif-là, ne peut pas entrer dans quelques compromis ou recherche de compromis et essaye d'empêcher ses partenaires de gauche d'aller vers ce compromis. Donc on est dans quelque chose de complètement paradoxal, mais qui tient précisément à l'étrangeté, au caractère inédit de cette fracturation de l'électorat. Alors le pari du président, c'était de marginaliser, de cornériser d'une certaine façon à la fois le Rassemblement national et la France insoumise, parce que si on enlève les députés des uns et des autres, il reste 366 députés au Palais Bourbon. Et dans ces 366-là, peut-être peut-on trouver ces 289 qui font la majorité et qui s'engageraient à ne pas censurer le prochain gouvernement. Si un accord est trouvé, Bruno, est-ce que pour vous c'est un accord de circonstance ou ça préfigure une forme de recomposition du paysage politique ? C'est vraiment la question un peu centrale. Le tout est de savoir si la période qu'on est en train de vivre, effectivement, elle dit quelque chose, une préfiguration de quelque chose qui devrait arriver, c'est-à-dire une meilleure correspondance entre la situation dans le pays, les trois blocs qui existent, la situation au Parlement, la situation au niveau du gouvernement, c'est-à-dire d'arriver à mieux faire correspondre. Là, pour le moment, on a une situation qui est très, très compliquée, qui pose vraiment un gros problème politique. Le Rassemblement national gagne les 2 tours des élections législatives en voix, il ne gouverne pas. Le nouveau Front populaire les gagne en siège, il ne gouverne pas. Donc on voit déjà là que ça part assez mal du point de vue de la lisibilité, la compréhension de cette situation. Donc effectivement, on voit qu'il faut sans aucun doute retoucher aux variables un peu de système. En même temps, si on prend des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche, ça a déjà existé, ça s'appelle le macronisme, non ? C'était l'objectif initial. C'est en ça voilà, que l'une des intrigues et les choses extrêmement intéressantes de la situation, c'est on voit Emmanuel Macron comme extrêmement affaibli. Il l'est très objectivement. Sa popularité est revenue au niveau d'étiage de la crise des Gilets jaunes, voire en dessous dans certaines mesures de popularité. Il a l'air d'avoir perdu son aura au plan européen, au plan international, donc un leadership très affaibli. Et en même temps, au bout de ce leadership affaibli, il est peut-être sur le point de voir son projet, son rêve se concrétiser, de voir les centristes, le centre-gauche et le centre-droit s'arranger, parce que même un accord de non-censure, il l'interpréterait comme ça. Il l'interprétera comme ça, comme une validation de sa stratégie politique. Mais alors si c'est ça... Son idéal de dépassement aurait été rendu possible par la contrainte. Par la contrainte. Sauf que les circonstances font qu'à mon sens, cette injonction au dépassement n'est plus possible telle que lui l'a conçue. Et c'est là que, précisément, la personnalité et le trajet de quelqu'un comme François Bayrou est intéressant. Parce que pour François Bayrou, le dépassement, c'est-à-dire l'alliance de la droite, du centre et de la gauche, devait se faire au prix d'une alliance programmatique, d'un accord politique qui n'enlevait pas à chacune des parties sa spécificité, son tempérament, son histoire. Alors qu'Emmanuel Macron l'a fait via du débauchage. Macron l'a fait comme un bonapartiste qui siphonne finalement les différentes familles, toutes les familles, d'ailleurs, y compris celle du centre, au profit d'un programme qui est le sien, qui est une sorte de pragmatisme un peu autoritaire, et libéral, mais on voit bien qu'en réalité, ce dépassement n'est pas véritablement, ne correspond pas à ce que, historiquement, avaient voulu ceux qui l'ont conçu à l'origine. Alors, pendant ce temps-là, la vie continue avec un gouvernement démissionnaire chargé d'expédier les affaires courantes. C'est quand même un petit refrain qu'on a déjà entendu l'été dernier. Et aujourd'hui, le ministre de l'économie et son collègue chargé des comptes publics ont été auditionnés au Sénat pour nous parler de quoi ? De cette fameuse loi spéciale, Audrey. En effet, Mathieu, ce texte palliatif qui doit permettre à la France de fonctionner sans budget pour 2025, un texte très court, 3 articles seulement, pour permettre à l'État de percevoir les taxes sur la base de 2024,
pour s'assurer que les financements des institutions et des services publics sont couverts et pour permettre à l'État et à la sécurité sociale d'emprunter sur les marchés. Alors, est-ce que les parlementaires peuvent amender ce texte ? Eh bien, la question s'est posée tout à l'heure, Mathieu. Il faut dire que la première et la dernière fois que cette loi a été utilisée, c'était en 1979. En fait, ce qui préoccupe les sénateurs, c'est le fait que l'impôt sera prélevé sur la base de 2024, qu'il ne tiendra pas compte de l'inflation et que potentiellement certains ménages à petits revenus qui auraient été exemptés en 2025 devraient payer l'impôt. Ce qu'il voudrait faire, en fait, c'est amender le texte, amender l'un des articles pour indexer l'impôt sur l'inflation. Oui, mais le Conseil d'État a dit non. Écoutez l'échange entre le sénateur communiste Pascal Savoldelli et le ministre démissionnaire du budget Laurent Saint-Martin. Est-ce qu'on peut avoir un amendement sur l'indexation du barème sur l'impôt sur le revenu ? On l'a, est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir ? Est-ce que ça nous est interdit ? Moi, je me dis, à situation exceptionnelle et inédite, il y a la part cale juridique, et Dieu sait s'il faut le respecter. Mais je vois que j'ai au moins votre acquiescement sur cet aspect-là. Mais en même temps, il y a toujours eu la part du politique. Une loi spéciale, elle est prévue pour ce qu'elle doit être, et je pense que ouvrir des amendements et pire encore les adopter pour modifier la fiscalité en loi spéciale serait, je pense, un précédent problématique. Donc c'est pour ça que le Conseil d'État a été très très clair sur son avis, et donc il n'y a pas de disposition fiscale nouvelle, tout simplement parce que ça ne doit pas être un acte politique. Or, modifier la fiscalité est un acte politique. Et alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière une fois qu'on a un budget ? Eh bien là aussi, la question s'est posée, notamment sur les crédits d'impôt qui doivent inciter les entreprises à s'implanter sur tel ou tel territoire. L'interrogation, c'est si finalement, par exemple, on a un budget au 15 février 2025, est-ce que les entreprises installées en janvier pourront bénéficier de ces ristournes ? Voici la réponse. Notre jurisprudence reconnaît assez mal, ou plutôt reconnaît assez bien, le caractère interdit de rétroactivité pour une fiscalité incitative. Pour une raison assez simple, c'est que si vous faites une fiscalité incitative, c'est pour qu'elle ait un impact sur un comportement donné, d'acteur économique ou social. Si vous le faites de manière rétroactive, le comportement a déjà eu lieu. Et donc par construction, vous ne pouvez pas le faire au nom de l'incitation puisque le fait s'est déjà déroulé. Vous l'aurez compris, en réalité, il n'y a pas de marge de manœuvre sur ces 3 articles. La meilleure solution au regard de l'audition qui a eu lieu tout à l'heure, c'est de faire adopter un nouveau budget le plus rapidement possible en début d'année. Et on sait si elle va être votée, cette loi spéciale ? Oui, il y a consensus parmi les groupes politiques pour que la France évite un shutdown à l'américaine. Sauf surprise, cette loi spéciale devrait être votée. Merci beaucoup, Audrey. Thibault Mullier, est-ce qu'on est bien carré avec la Constitution dans ce vote programmé de cette loi spéciale ? Est-ce qu'on est carré ? Pas vraiment, parce que quand on lit la Constitution, et c'est confirmé par l'avis du Conseil d'État, on constate que finalement on utilise un véhicule, la loi spéciale, qui est inspiré de l'article 47 qui est relatif à l'adoption du budget alinéa 4, qui par renvoi à la loi organique relative aux lois de finances, qui en gros est là, c'est la loi organique relative aux lois de finances qu'on appelle la LOLF. C'est celle qui fixe le cadre général de discussion sur le budget chaque année. Les modalités. Et quand on renvoie à l'article 45 de la LOLF, il est évoqué cette loi spéciale. C'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle on dépose un projet de loi de finances, mais dont on sait qu'il ne peut pas être promulgué dans les temps, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. C'est une mesure de dernier ressort pour permettre à l'État de continuer à prélever l'impôt et à émettre de la dette. La continuité des services publics. Sauf qu'on n'est pas dans cette situation. Parce que le PLF pour 2025, le projet de loi de finances pour 2025, a été déposé dans les temps pour être promulgué. Et d'ailleurs, oui, on rappelle que c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été retoqué par censure. Par l'Assemblée nationale, voilà. mais il aurait pu être envoyé au Sénat pour une nouvelle délibération de la part du Sénat. En fait, les 2 textes budgétaires, celui de l'État et de la sécurité sociale, ne sont pas tombés. Et d'ailleurs, M. Laurent Saint-Martin disait dans son audition de cet après-midi au Sénat que le budget avait été censuré. Ce n'est pas exact en réalité. Il est toujours disponible pour un gouvernement de plein exercice s'il avait été renommé. Mais ils ont acté que politiquement ce serait impossible d'adopter. Donc on se fonde sur une loi spéciale qui est grosso modo quelque chose qui n'a pas de fondement juridique, mais qui a la même portée juridique
que ce qui est prévu par les textes. Et le Conseil d'État nous dit, au nom de l'impératif de continuité de la vie de la nation, eh bien, vous pouvez, a priori, vous pourrez passer par cela. Je dis a priori parce que le Conseil d'État rend un avis obligatoire, il doit être saisi à chaque dépôt de projet de loi, mais ce n'est pas un avis conforme, il conseille juridiquement le gouvernement, il donne sa position, rien n'indique que sa position serait suivie en cas de saisine du Conseil constitutionnel. On peut supposer quand même, mais là c'est de la spéculation, que par exemple pour la question des indexations des tranches de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation, le Conseil d'État dit c'est une nouvelle mesure fiscale, donc on ne peut pas amender. On peut supposer que si le Conseil constitutionnel était saisi, eh bien, il y aurait une censure de sa part. Mais deux choses sur cet amendement. Le premier c'est que constitutionnellement, normalement, on ne pourrait pas amender par la voie des parlementaires parce qu'il est irrecevable du point de vue de la règle de l'article 40 de la Constitution. En gros, on ne peut pas, quand on est parlementaire, baisser les recettes publiques. Là, mécaniquement, on les baisserait. Mais on pourrait, si ça passait, il faudrait saisir le Conseil constitutionnel. Or, la saisie n'est pas obligatoire. Donc, on est dans une situation où quelque chose d'inconstitutionnel pourrait rentrer en vigueur si on ne saisit pas le Conseil constitutionnel, ce qui serait périlleux du point de vue de l'état de droit. Comme on dit chez Michel Audiard, on se risque sur le bizarre. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Bruno. Au fond, on le voit bien, ces circonstances un peu fumeuses pour l'opinion publique, cette alliance parfois, cet attelage un peu contre nature, s'il se crée de pacte de non-censure. Est-ce qu'au fond, ça n'installe pas comme seule alternance politique possible les extrêmes, et à commencer par le Rassemblement national, si tout ça s'écroule ou si tout ça ne marche pas? D'une certaine manière, oui, puisque si tel était le cas, ça permettrait effectivement à d'autres formations politiques de dénoncer une sorte de complot des centristes, on pourrait dire entre guillemets. C'est ce que Jean-Marie Le Pen appelait le système. Voilà, le système, voilà, ça reviendrait un petit peu, effectivement. Et c'est vrai que compte tenu de l'état de l'opinion, dans certains segments de l'opinion, à la fois d'un sentiment de colère, d'injustice, de défiance vis-à-vis de la politique, effectivement, ça peut tendre effectivement à favoriser. Il y a eu une enquête d'opinion de l'IFOP qui a été publiée aujourd'hui, qui est effectivement un scénario un peu fictif d'intention de vote. Dans un premier tour de présidentielle. Voilà, l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le détail, mais qui montre qu'il y a une grande gagnante qui pour la main. Un résultat assez impressionnant avec une Marine Le Pen qui serait créditée au premier tour entre un tiers et 38% des votes. C'est un score quasiment jamais revu. C'est un score à la Mitterrand des années 80. C'est l'accrédité aujourd'hui au premier tour du score qu'elle fait au deuxième tour en 2017. Donc on voit qu'effectivement, de ce point de vue-là, ça va plutôt dans ce sens-là. Il y a un Jean-Luc Mélenchon assez solide, je crois qu'il est à 12 ou 13% dans cette... Et en même temps, Bruno, on a vu l'été dernier que le Front républicain fonctionnait encore. Il fonctionnait encore. Tout l'enjeu va être de savoir si le Front républicain, compte tenu de toute cette situation d'aujourd'hui, est-ce que s'il devait être remobilisé aujourd'hui, est-ce qu'il aurait les mêmes effets? Est-ce qu'il se tiendrait dans les mêmes circonstances? On se doute que du point de vue des formations politiques, on n'a peut-être pas envie de rejouer exactement au même jeu. Et du point de vue de la lecture de l'opinion, la situation est devenue tellement confuse aujourd'hui qu'il n'est pas certain que ce Front républicain fonctionnerait avec la même efficacité. Alors, on va se demander qui pour Matignon. Et depuis une semaine, il y a un nom qui revient un petit peu plus fort que les autres, parce qu'il a la chance de pouvoir voir en tête-à-tête le président. C'est François Bayrou, Émilie. Oui, Bayrou, c'est un peu comme le Brian des Monty Python. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, La vie de Brian, pour ceux, parce que ça remonte, qui n'ont pas la référence. Très bon, excellent film. Quoi. Excellent film, si très drôle. Ouais. Alors, Brian reçoit, quand il est petit, la visite des rois mages qui le prennent pour Jésus, parce qu'il habite juste à côté de chez Jésus. Et quand ils se rendent compte de leur erreur, eh bien, ils repartent avec leur cadeau sous le bras. Moi, ça m'a fait penser à Bayrou, cet élu des Pyrénées, qui se voit à chaque fois appelé à la plus grande tâche, qui en rêve en tout cas, donc en l'occurrence Premier ministre, mais qui finalement n'est jamais nommé. En fait, son positionnement au centre, ça lui donne un avantage par rapport... Oui, et c'est notamment sa volonté qu'il affiche depuis longtemps, et vous en avez parlé, de dépasser les clivages gauche-droite, plus nécessaires que jamais aujourd'hui. Alors, je le cite, « Je crois que le jour viendra où des Français venus de blocs différents se fédéreront pour redresser la politique. » C'est ce qu'avait prophétisé ce Brian à la française en décembre 2002 dans Le Monde, donc bien avant les autres. 22 ans. C'est vrai aussi pour son obsession de la dette. Depuis 2017 et même avant, je
crois. Il nous met en garde contre les conséquences de l'aggravation de la dette. Alors son expérience, parle pour lui, son CV. Oui, alors son CV. Ce fils d'exploitant agricole, on se souvient de son tracteur, qui est mis en scène dans les campagnes présidentielles, père de 6 enfants, professeur des lettres. Il est élu depuis le milieu des années 80, député des Pyrénées-Atlantiques, député européen. Il a été ministre de l'Éducation nationale sous Balladur, sous Juppé, à la justice sous Édouard Philippe. Il a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, pensant toujours se rapprocher du but. Il est 3e quand même en 2007. C'est après cette élection qu'il crée le MoDem. Il se range par contre derrière Hollande en 2012. Par anti-sarkozysme plus que par... Exactement, que par vocation ou conviction. Et derrière Emmanuel Macron en 2017. Et lors de cette dernière élection en 2017, justement, il soutient tellement le jeune candidat En Marche qu'il s'attend à un renvoi d'ascenseur. Et pas de bol, c'est raté puisque le poste de Premier ministre lui est raflé par Édouard Philippe. Son lot de consolation, c'est le ministère de la Justice. Pas de bol encore une fois parce que ça dure pas à cause de sa mise en examen pour l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Alors à noter, mais tout le monde le sait, il est aussi maire de Pau depuis 2014. Et s'il n'a pas encore décroché le poste de Premier ministre, peut-être pas encore, mais bientôt, Macron lui a confié le rôle de haut commissaire au plan depuis 2020 dans l'objectif de dessiner le futur lointain de la France. Un futur dessiné de manière peu précise et peu concluante, si on en croit le rapport sénatorial réalisé en septembre dernier sur sa mission. Les sénateurs parlent de notes un peu légères, même en nombre de feuillets, d'une planification embryonnaire et de sacrés manques en matière de numérique et de prise en considération de la jeunesse. Dans ses premiers pas avortés, Michel Barnier, Premier ministre à l'époque, avait d'ailleurs prévu de fusionner ce haut commissariat avec France Stratégie. Alors je ne sais pas si tout ça est de bon augure pour le prochain gouvernement si François Bayrou en prend la direction. De toute façon, comme on l'a vu, le PS n'en veut pas trop. Il est un peu trop marqué Macron. Jean, il a toujours cultivé une forme de spécificité, François Bayrou, parce qu'on le dit macronisme, mais en même temps, il avait critiqué la réforme des retraites, oui. le rapport au pouvoir très vertical d'Emmanuel Macron. Il faut bien comprendre que François Bayrou se vit, et l'est d'ailleurs, comme l'héritier d'une vieille tradition politique, d'une famille politique qui a existé de manière très forte dans notre histoire, qui s'appelait au XIXe siècle le christianisme social, qui est devenu la démocratie chrétienne, qui parfois d'ailleurs a été au pouvoir sous la Troisième République, et que cette sensibilité-là n'est pas celle, par exemple, d'Emmanuel Macron ou des macronistes. Qui sont des libéraux pur sucre. C'est quelque chose de très différent auquel il tient, qui lui permet d'avoir toujours eu un dialogue d'ailleurs avec les socialistes à tous les niveaux, y compris avec des grandes figures socialistes d'aujourd'hui comme Bernard Cazeneuve, dont il est assez proche et même très proche. Ils se sont affichés ensemble dans plusieurs colloques jusqu'à très récemment, la semaine dernière. Très récemment. Encore, ouais. Et donc, il y a une musique, François Bayrou. Il a pâti de cette position centriste, on se souvient du haut milieu, c'était les Guignols, je crois, qui se sont beaucoup moqués de lui, mais de fait, il y a une vraie spécificité, je dirais une vraie authenticité. À partir de là, on peut évidemment considérer que quand il a été ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas eu une action extrêmement forte, ça a été plutôt un peu mi-figue, mi-raisin, il n'a pas eu le temps aussi d'être garde des Sceaux sous Macron, donc il n'a pas vraiment marqué finalement politiquement son époque, mais je le répète, on ferait une erreur en pensant que, et ça sera peut-être son handicap d'ailleurs, on ferait une erreur en pensant que à Matignon, il se vivrait comme un supplétif ou comme un collaborateur, pour reprendre le mot de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout le sens du personnage. Donc voilà. Mais ça peut être aussi un handicap pour lui. Et il y a un gros handicap, c'est que il y a toute une partie de la droite qui le déteste depuis qu'il a pris en 2012, depuis qu'il a voulu fait voter pour François Hollande. Alors il y a d'autres noms qui circulent, parce qu'on rappelle qu'à l'heure de cette émission, nous faisons cette émission, on ne connaît toujours pas le nom du Premier ministre. On entend reparler, j'ai envie de dire, de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. On entend aussi parler de Catherine Vautrin, qui vient de la droite, qui a été ministre du Travail, qui est actuellement ministre démissionnaire des Territoires. On entend aussi parler de Sébastien Lecornu, lui aussi qui vient de la droite, mais qui est devenu très macroniste, l'actuel ministre de la Défense. On a même parlé de Jean-Yves Le Drian. Alors là, on retourne chez les socialistes. C'était, vous vous souvenez, le ministre de la Défense de François Hollande, puis le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Macron. Bruno, où est la logique
Quand on regarde le profil de tous ces gens-là, des options aussi différentes, est-ce qu'il y a une logique au fond chez le président de la République? Non, pas vraiment. On voit que cette logique de casting domine au fond notre vie politique, puisqu'il est impossible de nommer quelqu'un qui, sur la base d'un programme, fédère autour de lui et amène une majorité de sièges de députés, et que c'est après les élections qu'on se pose toutes ces questions. Donc on voit que c'est ça un peu le point faible, parce que normalement, la logique serait que celui qui représente véritablement le centre de gravité, soit de ce qui s'est passé le jour des élections, soit dans sa famille politique, arrive à Matignon et que tout le monde dit « bah oui, c'est normal, il a été élu ou il a conduit un programme politique, c'est normal qu'il soit nommé à Matignon ». Donc on voit que là, la logique de qui peut amener qui peut être une personnalité perçue. On subodore que sur un nom, on va toucher telle sensibilité, ramener tel genre de député. Ça ne veut rien dire d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a dit bah, ça sera à ce ou à cette première ministre de mettre tout le monde autour de la table et de voir qui rentre au gouvernement sur quelle base. On voit que là, les élections législatives ont eu lieu maintenant il y a plusieurs mois. Et qu'on commence maintenant à être dans une situation, on dit bah, c'est au fond un Premier ministre choisi un peu comme ça sur cette logique-là, qui va voir avec d'autres personnalités qui peut siéger au gouvernement sur quelle base. Donc on s'éloigne singulièrement normalement de ce qui est le plus simple à lire, qui est les élections législatives nous disent qui doit gouverner. Alors, Thibault Mullier, je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, sont un peu toujours les mêmes noms qui reviennent. Catherine Vautrin, elle était donnée première ministre avant qu'Elisabeth Borne finalement ne soit nommée. Elle avait même choisi son mobilier de bureau et puis finalement elle a appris que ce n'était pas elle. Sébastien Lecornu, il en rigole lui-même. À chaque remaniement, on parle de lui. Quand Elisabeth Borne a cédé la place à Gabriel Attal, on pensait que ça serait lui. Cet été, on a pensé que ça serait lui. Est-ce que ça signifie qu'au fond, il reste très peu d'options à Emmanuel Macron, qu'il est dans une impasse, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de signe, j'allais dire, d'affaiblissement du personnel politique? Une profondeur de banc, comme on dit au football, par exemple, qui est quand même assez mince. Non, je pense qu'il y a une profondeur de banc, mais qui se risquerait à... Enfin, M. Barnier a quand même montré que c'est un mandat très précaire, dans le temps et sur le fond aussi. Qui ose s'aventurer, et là, c'est mon interprétation, enfin je ne crois pas être le seul, mais c'est des acteurs politiques qui veulent gouverner, mais sans compromis, en tout cas sans prendre le Rassemblement national, qui a une cohérence. Eux, ils veulent faire la Ve République à la papa, qu'ils ont combattu historiquement et qui désormais veulent faire comme la pratique présidentialiste, mais on va dire le bloc central ou le socle commun et le NFP veulent gouverner, mais sans prendre un appui au moins suffisant pour pouvoir gouverner sans risquer une censure toutes les 48 heures. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, eh bien, prendre le risque de gouverner, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied, si vous me permettez l'expression, pour la présidentielle. Or, le discours, quand même, là, c'est... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui se dit responsable, en est responsable d'avoir utilisé une dissolution sans crise politique. La dissolution, elle est là pour purger une crise. En 62, on dissout parce que il y a une censure. Il a juste essayé de purger une défaite électorale, mais c'était pas une crise. Un soir de défaite électorale. Enfin, c'est très curieux, mais on ne va pas refaire le match. Mais finalement, il n'y a pas de moyen pour purger le blocage. Il y a un peu le référendum qui a été envisagé comme ça, mais je ne pense pas que ça réglerait quoi que ce soit. Et donc, beaucoup d'acteurs, notamment LFI et RN, poussent vers une démission parce que, et c'est dramatique dans une certaine mesure, parce que finalement, eh bien, une partie des acteurs, et c'est pas négligeable ces deux groupes politiques, eh bien, estiment que la seule solution passe par la présidence de la République, sauf que ça ne passe pas par Emmanuel Macron, mais par un nouveau président de la République. Et donc, je crois que les acteurs, de manière générale, eh bien, ne veulent pas se risquer à gouverner, parce qu'ils ont en ligne de mire, soit à très court terme, une présidentielle en cas de démission, soit au moins en 2027, eh bien, la présidentielle attendue. Une démission, on le rappelle, une hypothèse qu'a réécartée et repoussée, évidemment, Emmanuel Macron. C'est ainsi que s'achève ce débat. Ça finit trop vite, hélas. Mais voilà, ce débat est terminé.